Beauvais est la cathédrale de la démesure. Cet édifice, commencé en 1225, est la dernière et la plus ambitieuse des grandes cathédrales gothiques françaises. La France a bien changé en 2 siècles. On le mesure parfaitement en découvrant cette architecture radicalement nouvelle qu'est le gothique. Il ne s'agit plus d'imiter l'héritage gallo-romain. Techniquement, l'Europe occidentale a nettement progressé depuis l'Antiquité romaine. La métallurgie a fait de grands progrès. Les rendements agricoles sont meilleurs. En 1340, la population française atteint le chiffre record de 20 millions d'habitants. Politiquement, après 3 siècles de féodalité, le grand roi Philippe Auguste est parvenu à rétablir un pouvoir fort. La dynastie capétienne s'impose et devient un modèle qu'incarne au mieux le roi Saint-Louis. Ce pouvoir s'impose plutôt par un dosage subtil entre droit et force. La morale chrétienne est aussi largement mise à contribution. La royauté se doit d'être irréprochable pour recevoir en retour une réelle loyauté de ses sujets. Ainsi émerge lentement un état de droit. Socialement, le progrès est important. C'est une société plus juste où le fléau de l'esclavage a été éliminé. Le servage, qui s'y est substitué, recule considérablement. Les villes, qui avaient perdu toute importance à la chute de Rome, commencent à prospérer grâce à la paix et à la croissance démographique. Paris dépasse en 1300 les 150 000 habitants, contre probablement moins de 10 000 en l'an 1000. Le commerce, l'artisanat se développent. Le niveau culturel de la population augmente et une vraie culture profane apparaît. Dans certaines régions, l'élite urbaine va devenir une classe sociale supplantant ponctuellement le clergé et la noblesse. La plupart des grandes villes sont le centre d'un évêché. La croissance continue enregistrée du XIe au XIIIe siècle donne des moyens nouveaux qui permettent de reconstruire les vieilles cathédrales gallo-romaines. La construction d'une église, quelle que soit sa taille, ne s'effectue presque jamais d'un seul jet. La cathédrale de Dol de Bretagne illustre ce processus. De l'église romane ne sont conservés que les clochers occidentaux. Ceci impose la largeur de la nef, qui reprend ainsi celle de l'édifice antérieur. La construction de la nef commence en 1250, d'ouest en est jusqu'au transept. Lorsque les bas-côtés sont achevés, les travaux semblent marquer une courte pause. Puis commence une seconde phase. Le plan de la nef est changé avec l'ajout de colonnettes décoratives. Ces changements de plan sont fréquents. L'édifice évoluant au gré des modes.
Le triforium et les fenêtres hautes sont alors construits. Les arcs-boutants, les voûtes et le toit suivent. Les travaux ont duré 25 ans. La nef, fermée à l'est par une cloison provisoire, peut désormais servir au culte. La construction du transept et du chœur va être menée lors d'une troisième campagne qui dure elle aussi 25 ans. L'élévation est proche de celle de la nef, mais la décoration est légèrement différente. La cathédrale achevée va connaître encore quelques ajouts, avec la construction d'une chapelle axiale, d'un grand porche et d'une salle du chapitre. Enfin, les clochers romans sont remaniés et surélevés. Le clocher nord, de style Renaissance, restera inachevé faute de moyens. À Beauvais, nous découvrons le site vers 1270, à l'achèvement du chœur, après 45 ans de travaux. La nef, datant de l'an 1000, a été préservée pour assurer la continuité du culte. Pour faciliter la visualisation, nous n'avons pas fait figurer les parois en bois, provisoires, qui fermaient l'ancienne nef et le nouveau chœur. La structure rappelle celle de la cathédrale de Bourges, avec un double bas-côté. Il y a ainsi 2 triforiums, mais, contrairement à Bourges, ils sont très différents. L'un est bas et obscur, l'autre est haut et ajouré. Ce plan reste rare. En revanche, le bas-côté externe ne se poursuit pas dans le chevet et laisse la place à 7 chapelles rayonnantes. Ces chapelles sont utilisées pour des offices secondaires. Ce système, à double bas-côté, rend l'éclairage par les fenêtres hautes prédominant. Les vitraux représentés ici sont fictifs, la plupart des verrières originales ayant été détruites il y a longtemps déjà. Les lignes verticales sont prodigieusement élancées. Les piles ne comportent presque aucune moulure venant interrompre leur élancement. Le vertical l'emporte sur l'horizontal. Que d'évolution par rapport à la colonne antique. Les colonnes s'étirent et s'affinent démesurément. Elles fusionnent avec leurs voisines pour former des faisceaux, les piliers fasciculés. Bientôt, les chapiteaux disparaîtront, colonnes et arcs ne formant plus qu'une seule ligne. L'extérieur du chœur semble tout aussi prodigieux. Les multiples et fins supports verticaux dessinent une forêt de pierre. Le chœur de Beauvais est particulièrement impressionnant sur ce point. Les toits abritent un vrai réseau de circulation. En plus des 2 triforiums, il existe 5 chemins de circulation extérieure desservis par 4 vis. L'entretien du bâtiment s'en trouve ainsi facilité.
Les barres en fer reliant les culées témoignent de l'emploi massif de ce métal dans la construction. Elles empêchent ici les culées d'être déstabilisées par des vents violents. Fer encore dans les remplages des fenêtres, sans lesquelles elles ne pourraient tenir. L'idée d'habiller les fenêtres d'un réseau de pierre date du début du XIIIe siècle. C'est sans doute l'un des sommets de l'art gothique. La conception de tels éléments repose sur une sorte de préfabrication. Au sol, on trace le dessin de l'élément à réaliser, ici une rose. Son plan utilise une combinaison régulière de cercles et de lignes droites. Le plan général défini, des gabarits sont établis, y compris pour les petits éléments, comme les gorges ou les boudins. Chaque tailleur de pierre va alors œuvrer à compléter ce puzzle qui, une fois achevé, est démonté puis remonté à son emplacement programmé. Certaines roses sont somptueuses, comme ici, à Amiens. On se rend aussi compte du rôle important des vitraux dans le décor. Le gothique étant l'art de la lumière, la place des fenêtres est évidemment prépondérante. Mais le sol, les murs et les voûtes sont aussi décorés. La Sainte-Chapelle de Paris a conservé son décor original. Une ornementation aussi somptueuse était toutefois rare, et le plus souvent, les murs recevaient de classiques faux appareillages sur fond blanc. La sculpture figurative gothique diffère aussi de celle de l'époque romane. Elle n'est plus guère présente dans l'architecture de l'intérieur. Les pittoresques chapiteaux de l'époque romane disparaissent. Le mobilier, comme ici une clôture de la cathédrale d'Amiens, peut par contre prendre des aspects très riches. Les sujets sont traités de façon réaliste. La sculpture se développe en revanche largement à l'extérieur. Frises, médaillons, statues colossales, gargouilles se superposent ici dans la façade occidentale d'Amiens. La sculpture gothique est nettement moins raide et beaucoup plus raffinée que celle de la période romane. Les personnages ne sont plus aussi effrayants et esquissent parfois un sourire, image d'une période heureuse. Le tympan du portail central de chacune des grandes cathédrales illustre très souvent le jugement dernier. C'est le point central de la vie du chrétien de l'époque. Il doit consacrer son existence à assurer son salut. Pour élever de tels bâtiments, il faut bien évidemment des moyens conséquents. Ceux-ci se limitent souvent aux deniers de l'évêque et de la ville. Les bourgeois financent la construction et considèrent la cathédrale comme le symbole de leur cité.
Au XIIIe siècle, par ailleurs, la cathédrale est tout autant un édifice religieux qu'un lieu de réunion publique, lointain équivalent des basiliques païennes. Les bâtisseurs de cathédrales sont des gens très expérimentés, organisés en corporation et bien payés. On a retrouvé le carnet de l'un de ces bâtisseurs, Villard de Honnecourt. Ces croquis montrent des élévations précises, des plans généraux et de détail, des décors et aussi des machines de guerre. Il était autant artiste qu'ingénieur. On sait qu'il a beaucoup voyagé, y compris jusqu'en Hongrie, pour exercer ses talents, mais également pour apprendre. À Beauvais, les bâtisseurs avaient choisi de porter la voûte à la hauteur record de 48,50 mètres. L'allègement de la structure est porté à son maximum. Les lourds édifices romains ou romans sont surpassés. La légèreté confère l'élégance. La légèreté est aussi plus économique. Il n'est plus nécessaire d'utiliser de lourds cintres pour monter les voûtes. Les arcs sont installés sur des cintres réduits. C'est le dos de ces mêmes arcs qui va ensuite porter les cintres des voûtins. Mais le maître d'œuvre de Beauvais s'est montré trop ambitieux. En 1284, une partie des voûtes supérieures s'effondre. Le chœur est repris et les colonnes des travées droites sont doublées. Malgré ces efforts, la stabilité de l'ensemble demeure de nos jours encore un souci. Cette reconstruction et la guerre de Cent Ans vont interrompre le chantier. Il ne reprendra qu'au XVIe siècle. Le transept est donc bâti dans un style tardif, le gothique flamboyant. Ce style n'est pas en rupture par rapport à celui du XIIIe siècle. La différence est surtout décorative, avec comme préoccupation essentielle de ne laisser aucun mur vide de décor. Le chantier se poursuit avec l'édification d'une tour surmontée d'une flèche à la croisée du transept. L'orgueilleuse structure est alors la plus haute construction du monde en dépassant les 150 mètres. Elle le reste seulement 4 ans car elle s'effondre en 1573. La reconstruction des parties endommagées de la cathédrale absorbe les derniers moyens financiers et la nef ne sera jamais élevée. Une façade provisoire en bois clôt toujours la racine de cette nef tronquée.